Bonjour à tous et bienvenue dans les décodeurs atlantiques. Qui est la classe moyenne au Maroc? Comment l'élargir? Ce sont des questions sur lesquelles s'est attelé le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, suite à une saisine de la Chambre des conseillers. Tout d'abord, comment définir la classe moyenne? En 2009, le HCP avait défini cette classe moyenne comme étant formée des ménages qui perçoivent un revenu mensuel entre 2800 dirhams et 6800 dirhams. Cette définition est-elle toujours à l'ordre du jour? Et puis après, comment élargir cette tranche de la population? C'est le débat des décodeurs ce matin. En deuxième partie, le commentaire. Et aujourd'hui, nos décodeurs vont commenter ce cessez-le-feu entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza. Nos décodeurs ce matin avec nous par téléphone. Ayman Shalaghi, bonjour. Bonjour Hajar. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors vous êtes expert jeunesse et société civile, consultant RH. Avec nous également Hamza Anao, bonjour. Bonjour Hajar. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes docteur en sciences de gestion. C'est parti pour commencer. Il n'y a pas une définition précise et universelle de la classe moyenne. Comment je vous pose la question tout d'abord, Hamza Anao, comment vous définirez la classe moyenne? Et donc, il faut se rappeler que la classe moyenne, c'est la partie de la population qui se situe par son niveau de vie entre les classes aisées et les classes pauvres. Et donc, il y a plusieurs définitions qui ont été adoptées pour cette classe moyenne par la Banque mondiale ou bien par les institutions financières internationales. Et donc, il y a un accord universel sur la classe moyenne qui est définie par les ménages qui perçoivent moins de $10 par jour. Mais aussi, cette classe moyenne a toujours été définie statistiquement, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, le HCP a défini la classe moyenne par les ménages qui touchent entre 3 000 et 7 000 dirhams par mois en 2009. Et aussi, il y a un rapport de la Banque mondiale qui a défini la classe moyenne comme étant une classe l'ensemble de foyers constitués de 4 personnes qui perçoivent 10 000 dirhams par mois. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces définitions statistiques sont dépassées sur la base de revenus. Et il faut avoir une approche plus large pour définir cette classe moyenne. Une approche basée sur... On y reviendra. Hamza Anao, gardez cette idée, on y reviendra juste après. Je repose juste la question à Ayman Shalaghi. Pour vous, justement, est-ce que le revenu, c'est le seul indicateur qu'on devrait prendre en considération quand on parle de la classe moyenne? À mon avis, je pense que pas. Je ne pense pas parce que statistiquement, actuellement au Maroc, le revenu, je dirais, médian, il est à peine supérieur à 5 000 dirhams par mois. 5 000 dirhams par mois par foyer, si on prend un couple, ça peut être le cas, dirons, d'un couple de smigards, et cela ne correspond pas à la réalité de la chose. Donc, en se basant sur les revenus, d'ailleurs, il y a deux difficultés majeures. Un, comment identifier les niveaux de revenus? Parce que nous avons un secteur informel assez conséquent. On ne connaît pas effectivement, même l'État ne connaît pas la structure des revenus d'une manière optimale de sa population. Et du coup, il faudrait se baser sur autre chose. Donc, au lieu d'aller chercher dans les revenus, chercher par exemple dans les dépenses. Si un foyer possède 1, 2 et 3, on peut considérer que, effectivement, ils font partie de la classe moyenne. Il faut voir là où va l'argent plutôt que d'où vient l'argent. Je pense qu'avec ça, on peut avoir une définition assez basée. Parce que se baser uniquement sur le revenu, ça peut être effectivement, ça peut, je dirais, biaiser un peu la réflexion. C'est-à-dire procéder par définir en fait la consommation. Et définir la consommation, exactement. Hamza Anao, vous venez de dire que la définition statistique, elle est dépassée. On ne peut pas parler uniquement de revenus. Sur quoi on peut se baser justement, à votre avis? Quels sont les autres indicateurs? Vous savez, aujourd'hui, en économie, en sciences de gestion,
tous les indicateurs économiques sont aujourd'hui dépassés parce que nous sommes dans des contextes de crise aujourd'hui, de crise permanente qui secoue le monde. Et donc, aujourd'hui, on doit réfléchir à de nouvelles définitions. Et je crois que ce rapport qui a été publié par le CESE, il a bien souligné cette partie. Et donc, on doit intégrer des approches sociales, des approches socio-économiques pour améliorer cette définition. On doit se baser sur la culture des individus, sur leur accès à la santé, au système scolaire, à la qualité de vie. Il faut renforcer même les indicateurs de qualité de vie pour définir enfin cette classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est une classe qui épargne et qui consomme. Et donc, pour avoir cette double casquette dans la société, il faut la renforcer. Il faut améliorer la qualité de vie, réduire le coût de vie et aussi améliorer, introduire une fiscalité des ménages plus favorable pour qu'on puisse renforcer cette classe moyenne. Alors, Exactement. Hamza Anaou, donc là, il s'agit des pistes pour élargir cette classe moyenne, qui est d'ailleurs souvent synonyme de développement et de stabilité socio-économique. Et on posera aussi la question pourquoi. Mais déjà, par rapport à la définition, je reviendrai donc à la définition du HCP, Ayman Chalagui. Donc, pour le HCP, la classe moyenne regroupe cette population, ces ménages qui perçoivent entre 2800 dirhams et 6800 dirhams par mois. Que pensez-vous de cette classification ? Je me rappelle et on se rappelle qu'à l'époque, ces définitions avaient fait beaucoup de bruit, justement. Exactement. D'ailleurs, si on prend en compte cette fourchette déterminée par le HCP, on peut arriver au constat, si on se base sur le revenu, toujours, cette logique de revenu, que peut-être 53% de la population marocaine fait partie de cette classe moyenne. Et je ne pense pas que la moitié des Marocains font partie de la classe moyenne. On ressent que la définition du HCP englobe plutôt des ménages, je dirais, de classe populaire. Comme j'ai dit, si on va entre 2800 et 6800, effectivement, un couple de smigards ferait partie de la classe moyenne, ce qui ne tient pas debout d'un point de vue sociologique même. Et là, le fait que le HCP se base que sur les revenus, ça c'est très discutable, et parce qu'il n'y a aucun moyen réel de déterminer les revenus statistiquement. Maintenant, pour pouvoir ratisser encore plus large, on peut aller voir d'autres méthodologies de calcul. Et il y en a pas mal. D'ailleurs, même dans l'étude récemment publiée par le CESE, ils partagent avec nous, ils ont fait un petit benchmark à l'international. Et on veut par exemple que, selon l'approche du HCP, ça se base à la fois sur le sondage, l'étude des revenus, mais il y a d'autres méthodologies, notamment développées par les normes de la Banque mondiale, par exemple, de la Banque africaine de développement, ou par exemple, je dirais par les pays de l'OCDE, là on explore d'autres pistes et qui donnent des résultats, je pense, qui paraissent assez, en tout cas dans mon impression, de ma perception des choses, assez proches du cas marocain. On va vers à peu près des 38%, des 42%. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus crédible que de dire que 54 ou 55% de la population marocaine font partie de la classe moyenne. Et de toute manière, il faudrait comparer ce revenu avec l'offre qu'il y a. Je parle de l'éducation, la santé. Justement, Hamza Anaou, est-ce que on peut aller plus loin en disant que en fait cette couche sociale qui doit être définie comme classe moyenne vit dans des conditions socio-économiques satisfaisantes, et dans ce cas-là, ça pourrait inclure un logement décent, un accès à une bonne éducation et des soins de qualité? Oui, effectivement. Il faut avoir un accès aux services sociaux de qualité. Il faut renforcer cette classe moyenne pour qu'ils puissent consommer, pour qu'elles soient en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons au Maroc, il y a toujours un flux d'immigration des cadres et
et d'immigration des têtes bien faites vers les pays européens ou bien le Canada. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'améliorer la qualité de vie de cette classe moyenne si on veut la garder et si on veut en profiter pour le développement de notre pays. Et donc c'est un travail qui doit se faire au niveau du gouvernement et en fait ce rapport du CESE qui a été publié était un exercice constitutionnel très intéressant parce que c'était sur saisie de la Chambre des conseillers. Et donc aujourd'hui, je pense que sur la base de ce rapport, il faut produire des politiques gouvernementales, des politiques publiques très intéressantes qui attirent les jeunes, surtout parce que la classe moyenne, pour la majorité, c'est des jeunes. Et donc il faut attirer ces jeunes-là à vouloir produire, à vouloir se marier, constituer des foyers et à bien sûr à consommer marocain, à voyager au Maroc, et tout cela ne peut se faire que par l'amélioration de la qualité de vie. Ensuite, nous avons un secteur informel qui est important et Ayman l'a rappelé au début. Oui. Ce secteur informel, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer par tous les moyens. Il faut qu'il y ait des politiques budgétaires qui sont intéressantes pour intégrer, pour d'abord cerner cette classe moyenne, parce qu'on ne peut pas élargir quelque chose qu'on ne connaît pas réellement. Alors justement... Donc on doit cerner cette classe moyenne pour pouvoir la développer. Alors justement, les pistes de réflexion pour développer cette classe moyenne, on y reviendra en deuxième partie. Et juste toujours par rapport à la définition, parce que vous venez de le dire, on peut pas commencer par parler des pistes pour élargir cette population sans pouvoir déterminer quel est le but finalement pour justement cette classe moyenne. Alors selon l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, les classes moyennes, enfin, ils vont encore plus loin que les services de base. Et pour eux, les classes moyennes se caractérisent aussi par la possibilité d'accéder aux loisirs et de participer à la société de consommation. Quid de cette définition, Ayman Chalagui, vous en pensez quoi? Je pense qu'elle est assez intéressante, mais à mon avis pas très précise. C'est-à-dire que, entrer dans le monde de la consommation, entrer dans je dirais, être un moteur, un locomotive de consommation, il faudrait être beaucoup plus précis que ça. Et là, je pense que il y a un indicateur qui était développé par deux chercheurs, je me rappelle plus de quel pays, et c'est une étude, un travail académique assez intéressant. Et là, leur indicateur, il est d'une simplicité, je dirais, déconcertante. Ces deux chercheurs, ils disent que la définition, c'est la possession d'une voiture. Leur raisonnement, ils considèrent que, voilà, si on acquiert un véhicule, une voiture, ce type de bien indique que nous avons une capacité d'acheter d'autres produits non essentiels. Avec nos décodeurs ce matin, on essaie de déterminer et de définir la classe moyenne au Maroc. Nos décodeurs, Hamza Anaou, docteur en sciences de gestion, et Ayman Chalagui, expert jeunesse et société civile, consultant RH. Ayman Chalagui, avant le flash d'information, nous parlait de cette définition faite par des chercheurs et très simple pour qui un ménage qui possède une voiture peut être intégré dans cette classe moyenne. Hamza Anaou, que pensez-vous de cette définition simple? En fait, je pense que un ménage aujourd'hui qui consomme et qui épargne, il peut être considéré comme dans la classe moyenne, parce que pour posséder une voiture, il faut épargner de l'argent. Et donc aujourd'hui, un ménage qui consomme et qui épargne, il peut être considéré dans la classe moyenne, mais on avait déjà dit que cette définition basée sur les revenus et les salaires est dépassée. Et donc aujourd'hui, il faut avoir il s'agit aussi des ménages qui ont accès aux services sociaux de qualité
qui ont accès à des éducations de qualité, à un système de santé de qualité, doivent être considérés aussi dans la classe moyenne. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise, parce qu'il faut toujours le rappeler, nous sommes dans un contexte de crise. En 2020, 300 000 personnes au Maroc ont perdu leur emploi. 120 000 personnes ont vu leur revenu ou bien leur salaire revu à la baisse. Et donc aujourd'hui, il faut rappeler que nous sommes dans ce contexte de crise. Et pour renforcer cette classe moyenne, il faut avoir des politiques publiques courageuses. Il faut que le gouvernement prenne des politiques publiques courageuses. Il faut que le gouvernement cesse de classer ces rapports qui sont faits par des institutions nationales reconnues pour leur qualité et pour leur sérieux. Et il faut d'abord prendre ces rapports au sérieux et décliner ces rapports sous format de politique publique en intégrant toutes les parties prenantes, en intégrant aussi les universités. Aujourd'hui, les universités marocaines, les chercheurs marocains doivent travailler sur cette question de renforcer cette classe moyenne. Il faut aussi intégrer d'autres institutions nationales. Et donc, il faut avoir des politiques publiques courageuses et intégrées afin de pouvoir renforcer cette classe moyenne. Hamza, avant de commencer donc par développer ces pistes de réflexion et ces recommandations émises par le CESE dans cette étude, on le rappelle, qui fait suite à une saisine du Parlement, de la Chambre des conseillers. Aujourd'hui, Ayman Chalagui, à votre avis, pourquoi il est si important de développer cette classe moyenne, justement, dans la société? Personnellement, parce que je pense qu'il y a une injustice sociale. Et nous pouvons détecter dans la stratégie employée par l'État, et ça depuis des années, les bases carrément une bipolarisation qui est apparemment assumée et qui ne dérange pas l'État. Nous avons une offre de services publics de faible qualité et qui est aujourd'hui, je dirais, exclusivement adressée aux populations pauvres. Et d'autre part, nous avons les autres, la classe moyenne, qui se voit, à mon avis, de facto contrainte d'avoir recours au secteur privé pour des services de base, transport, éducation, santé. Donc aujourd'hui, deux populations coexistent, mais l'une bénéficie du service public et l'autre n'en bénéficie pas. Pire encore, cette bipolarisation devrait s'accentuer davantage dès que l'État va procéder à sa nouvelle politique de ciblage des aides, qui devra entrer en vigueur normalement incessamment. Donc déjà, l'ensemble des dispositifs de redistribution de revenus qui existent aujourd'hui, le programme Tessir, le RAMED, le programme d'électrification rurale, les aides servies aux veuves, le plancher à 1000 dirhams des petites retraites, l'indemnité pour perte d'emploi, etc., etc. À mon avis, aujourd'hui, si on prend la liste, s'il partage avec nous la base de données, je pense qu'on va constater je dirais, presque une quasi-exclusion de facto de la classe moyenne, qu'elle soit inférieure, intermédiaire ou supérieure. Donc cette classe moyenne, aujourd'hui, ne bénéficie pas du service public, apparemment parce qu'elle est de base et ne répond pas à ses attentes. Et il va dans le secteur privé, il paye le prix, il casque le prix pour pouvoir en bénéficier, alors que derrière la contribution de l'impôt qu'ils font, la contribution fiscale qu'ils font, derrière, ils ne reçoivent pas de retour. Bon, l'État, effectivement, et ça, Hamza l'avait mentionné au début, pour l'aider à faire émerger, je pense qu'il y a une question centrale, et ça a été évoqué lors des assises de la fiscalité en 2019. Ça a été évoqué. C'est qu'il faudrait une nouvelle politique fiscale. Et la fiscalité, elle peut corriger un certain nombre de dysfonctionnements. On peut faire un équilibrage entre la taxation du travail et du capital, du travailleur et de l'entrepreneur. En accordant la primauté, pas, je dirais, à la survie sociale, mais en accordant la primauté à l'encouragement des activités économiques créatrices de revenus et créatrices de richesse, soit faites par une entreprise ou un auto-entrepreneur, ou je dirais des individus, ou des personnes morales, ou des personnes physiques. L'important, c'est d'encourager la création de la richesse et d'emploi. Alors je justement, pense que le système fiscal, il peut
ramener des réponses. Alors justement, ce volet fiscal est justement soulevé par le CESE et justement, il y a donc au total 7 recommandations. J'en citerai quelques-unes, mais très rapidement. Enrichir et moderniser le dispositif statistique national en améliorant le suivi des salaires. Renforcer le pouvoir d'achat de la classe moyenne, justement par l'introduction d'une fiscalité des ménages. Voilà, ou encore le système de soins. Alors, Hamza Anaou, parmi ces 7 recommandations, laquelle vous a le plus interpellé, qui devrait faire l'objet d'une réflexion plus profonde? En fait, toutes les recommandations aujourd'hui sont intéressantes. Mais bon, il faut rappeler que dans ce contexte de crise, encore une fois, la formation qualifiante est une opportunité pour la reconversion des personnes au travail, pour que les chômeurs puissent avoir un accès facile à l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la présentation d'un nouveau modèle de développement et aussi le Maroc est dans un projet de généralisation du registre national unifié et donc ces deux projets vont donner des pistes, des suites, des déclinaisons tactiques pour ces recommandations. Mais il faut rappeler un truc, pour que la classe moyenne investisse, pour que la classe moyenne consomme au Maroc et épargne, il faut rajouter cette notion de confiance. Aujourd'hui, il faut instaurer la confiance entre le gouvernement et les ménages. Il faut aussi rappeler cette question de droits de l'homme. Aujourd'hui, le Maroc doit faire des efforts parce qu'on voit qu'il y a toujours des journalistes qui sont incarcérés, on voit qu'il y a toujours des personnes qui sont arrêtées juste et on sent le complot dans ces histoires et donc aujourd'hui il faut que le Maroc fasse des efforts aussi au niveau des droits de l'homme pour instaurer cette confiance parce que si on veut que les jeunes consomment aujourd'hui, il faut que les jeunes aient confiance en leur gouvernement et en leur pays et donc il faut instaurer aussi cette notion de confiance par la communication, par beaucoup de mécanismes qui sont possibles aujourd'hui. Et donc moi je pense que cette question de formation professionnelle, formation qualifiante, elle est très intéressante pour qu'on puisse trouver de l'emploi pour les chômeurs et pour ceux qui ont perdu leur travail à cause de la crise. Je pense aussi que cette question, si vous permettez, de cette question de revoir les mesures fiscales, n'est-il pas le temps d'introduire, quand un couple de Marocains ils font appel aux écoles privées et aussi aux cliniques privées, on ne peut pas réintégrer ces dépenses dans la base de calcul de l'impôt sur le revenu. Je pense que cette politique va permettre aussi d'encourager la consommation au Maroc. Ou peut-être l'idée aussi, c'est de renforcer ces services de base publics. Ayman Cheragui, et pour vous, quelle est la recommandation qui mérite le plus réflexion? Je reviendrai sur la fiscalité. Voilà, une recommandation du CESE qui est sur renforcer le pouvoir d'achat à travers une fiscalité des ménages plus favorable. Je pense que ça, c'est effectivement une piste à creuser, très intéressante. Il faudrait vraiment, les recommandations, je répète, les recommandations des assises de la fiscalité de 2019, ils sont excellentes. Mais il faudrait qu'on travaille là-dessus. Et c'est l'occasion maintenant, avec toute cette réforme justement, quand on parle de sécurité sociale en ce moment justement. Exactement. Et de cotisation professionnelle unique, et beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Voilà, il y a un vent de début, effectivement. Donc l'effort est là, mais petit à petit, je sais que les choses sont un peu difficiles à mettre en place, mais effectivement, je pense que si on arrive à faire ça dans 2-3 ans, ça va être vraiment un excellent. Un système fiscal qui adopte une approche dynamique, qui utilise des vrais leviers fiscaux, qui compense parfois le gel ou les baisses des salaires dans les conditions difficiles, et on l'a vu avec cette pandémie, qui préserve le pouvoir d'achat des familles de la classe moyenne. Je pense que un système pareil, il permettrait de pérenniser, en tout cas, le pouvoir d'achat de la classe moyenne, de permettre à d'autres personnes aujourd'hui dans des classes beaucoup plus défavorisées de grimper l'échelle économique et de rejoindre la classe moyenne et avoir un pourcentage de la population
qui est capable de consommer, qui est capable d'investir, qui est capable effectivement de participer d'une manière éthique, intègre, honnête à l'effort collectif économique de l'État. Alors pour résumer et conclure ce débat, déjà pour élargir cette classe moyenne qui consomme, qui paie des impôts, qui épargne et qui fait tourner le marché interne et qui doit vivre dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas-là, il faudrait d'abord commencer, comme vous l'avez dit, par définir ce qu'on attend de cette classe moyenne, de la définition de cette classe moyenne, et par la suite de renforcer les services de base comme la santé et l'éducation. Je retiens aussi la confiance entre le gouvernement et les citoyens, la fiscalité à revoir. Voilà, donc en gros, j'ai bien résumé les principales idées, j'espère. Absolument. Et tout de suite, c'est le commentaire avec nos décodeurs. Je rappelle Ayman Chalagui, expert jeunesse et société civile, consultant RH, et Hamza Anaou, docteur en sciences de gestion. Alors, matinée calme ce vendredi à Gaza, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, après d'intenses tractations diplomatiques. Un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur ce matin. Dès le début de l'application de la trêve, hier, c'était à 23h GMT, des milliers de Palestiniens ont célébré dans les rues de Gaza la fin des bombardements israéliens. Un commentaire, Ayman Chalagui. On ne peut que saluer cet accord de cessez-le-feu aujourd'hui pour arrêter, je dirais, la violence, pour arrêter le massacre que nous avons témoigné durant les derniers jours. Je pense que, franchement, ça fait un moment que la bande de Gaza n'a pas bénéficié d'un cessez-le-feu, mais qui est clair, qui est conditionné et qui est solide, qui va permettre au moins de travailler la région, au moins d'investir dans les infrastructures, au moins. Aujourd'hui, la bande de Gaza, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue service de base, c'est lamentable. Mais pourquoi? Parce que la zone, depuis des années, connaît de conflit après conflit, échange de tirs, échange de violence entre l'Israël et le Hamas. Et aujourd'hui, ce cycle de violence doit, en quelque sorte, prendre fin, au moins que pour pouvoir travailler un peu la bande. Et ce qui complique la situation, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne, présidée par Mahmoud Abbas aujourd'hui, elle a peu d'influence, ou carrément je dirais zéro influence sur la bande de Gaza. Ce micro-territoire, ce blocus israélien, il est totalement sous le contrôle des islamistes de Hamas depuis 2007. Et là, le Hamas, Israël, les États-Unis et l'Union européenne considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Ils ne veulent même pas discuter avec l'organisation, ce qui fait que réduire ce beau monde autour de la même table et discuter des issues et pouvoir instaurer, je dirais, une qu'on appelle un truce, ou au moins, je dirais, un accord solide de cessez-le-feu, rien que pour permettre les trêves humanitaires, rien que pour permettre la circulation de l'aide internationale, réparer les infrastructures endommagées. Maintenant, oui, l'Égypte, elle a fait son rôle d'intermédiation, au moins pour pouvoir arrêter et faire le cessez-le-feu, mais quand même, c'est un cessez-le-feu, à mon avis, qui est très fragile, hyper fragile, parce qu'il est sans condition. Et à partir du moment où nous avons quelque chose qui est sans condition, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Combien va durer cette trêve? C'est la question que vous vous posez. Hamza Anaou, un commentaire? Eh bien, moi, je pense que après ce cessez-le-feu, qui est bien sûr une réussite pour faire stopper cette violence qui a duré pendant 10 jours, je pense 10 ou 15 jours de violence, et donc qui a fait du côté palestinien quelques 300 personnes, 300 victimes, et du côté israélien 12 victimes. On voit déjà que cette guerre n'est pas en fait on voit que cette guerre
elle n'est pas juste et qu'aujourd'hui, il faut que la communauté internationale puisse aider à renforcer les discussions entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, le Maroc, après la reprise des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, aujourd'hui, on doit jouer notre rôle comme étant un intermédiaire pour la paix et un intermédiaire pour renforcer les relations entre ces deux États qui doivent coexister, quoi qu'il en soit, je pense. Et cette question de coexistence, même au niveau des parties prenantes palestiniens qui sont en désaccord aujourd'hui, il y a un désaccord qui est clair entre le Hamas et le Fatah. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc peut être une terre d'accueil pour accueillir des négociations entre le Hamas et Fatah, afin qu'on puisse unifier d'abord le côté palestinien et par la suite aussi, pourquoi pas, accueillir aussi des négociations et des discussions entre l'État palestinien et l'État d'Israël afin qu'on puisse avoir un élan de paix pour préserver la paix pour les générations à venir dans ces deux pays. Et donc cette question de coexistence doit être le centre de toutes les réflexions aujourd'hui. Il faut aussi que les partis politiques marocains qui ont des relations avec des partis politiques palestiniens puissent d'abord avoir des discussions avec ces partis-là pour qu'on puisse aller vers la paix. C'était le commentaire de nos décodeurs ce matin. Ayman Chalagui, expert jeunesse et société civile, consultant RH. Merci d'avoir été avec nous. Hamza Anaou, docteur en sciences de gestion. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Youssef Koutni à la réalisation et merci à vous d'être à l'écoute. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.